Je vais tenter en une petite demi-heure de présenter un tableau du tourisme d'affaires et de ses perspectives d'avenir. Alors pour commencer, premier point qui me paraît une évidence, mais il faut quand même le rappeler, c'est un secteur qui est mal nommé, enfin au moins en français, de ce fait parce qu'il est composite, il est très important, il a été sinistré et il est en plein rebond. Quelques mots rapides simplement sur les problèmes de définition qui ne sont pas tout à fait innocents parce que le tourisme a un rapport un peu difficile avec la définition en général. C'est ce qui explique du reste la difficulté qu'il y a à quantifier par exemple la part du tourisme dans le PIB national et dans les emplois. Ça fluctue parce que nous avons des définitions qui sont mal assurées. Alors personnellement, en tant que chercheur, j'ai une définition sophistiquée du tourisme et je vais en donner une beaucoup plus simple. Et touriste, celui qui voyage pour son plaisir. Et j'ajouterai, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le tourisme d'affaires, que c'est le touriste qui choisit sa destination et qui paye son voyage et son séjour. C'est ça qui fait la différence avec le tourisme d'affaires, où en général, on ne choisit pas la destination et c'est l'entreprise qui paye et on est dans le temps du travail. Alors que le touriste, lui, il est dans le temps libre de ses loisirs. Alors, vous avez ici un rappel bien connu des différenciations entre touristes pour motif personnel, pour motif professionnel. Pour motif personnel, je ne prendrai qu'un seul exemple, la santé. On voit bien que dans la santé, il y a des motivations extrêmement différentes, que la thalassothérapie peut le plus souvent ou souvent rentrer dans le domaine du tourisme à proprement parler, mais que quand on va, par exemple, on est un touriste américain et qu'on va en Inde pour une chirurgie cardiaque, il est évident, parce que le rapport du coût est de 1 à 6 en moyenne ou de 1 à 7, il est évident que là, on n'est pas dans le secteur du tourisme, on est dans autre chose. Donc le tourisme, de ce point de vue, est un secteur attrape-tout, et ce qui explique la confusion dans laquelle nous avons l'habitude de nous trouver. Alors, les anglo-saxons utilisent l'expression de MICE, c'est-à-dire de meetings, enfin les réunions, les réunions d'incitation, les conférences, les salons, foires, expositions. Bon, ce qui a au moins le mérite de serrer le problème, même si tous les aspects du tourisme d'affaires n'y sont pas, puisque le voyage d'affaires n'y est pas présent de manière explicite. Alors, sur l'importance du secteur, en raison des difficultés de définition que j'ai rappelées, on a du mal à la quantifier. La dernière étude d'importance et qui paraît fiable, celle qui a été diffusée en novembre 2019, c'est une étude très intéressante qui montre l'importance de ce secteur, mais encore faut-il rappeler qu'elle ne prend pas en compte toutes les dimensions du tourisme d'affaires, puisque, à ma connaissance, dans son champ d'études, il n'y avait pas les salons, foires, expositions, et il n'y a pas non plus le voyage d'affaires. Donc, en dépit de ces impasses, ce qui est intéressant, c'est de voir le bilan quantitatif de ce secteur. 380 000 événements, 52 millions de participants, 32 milliards d'euros de retombées économiques, 335 000 emplois en jeu. Ce qui était aussi intéressant, c'était de voir que dans ces 380 000 événements, plus de la moitié relevaient du séminaire et autres réunions de travail. 20% de soirées d'entreprise, 13% d'événements de communication externe, 10% de conventions. 4 chiffres clés qui me paraissent importants pour la suite de nos échanges. 1,7 événements d'entreprise et d'institutions par Français en moyenne par an, ça montre à quel point c'est important. Ce qui est important aussi, c'est la part de l'étranger, puisque 11% de visiteurs internationaux, mais qui représentent 44% des retombées de dépenses personnelles. Autre donnée qu'il faut avoir en mémoire, 60% en moyenne des participants résident dans la région où se tient l'événement. Donc le rôle de la proximité est déjà fortement établi. Et puis, ce qui va préfigurer ce que je vais dire tout à l'heure sur les hybridations, environ 70% des participants internationaux prolongent leur séjour, contre seulement 23% des participants français. Et là, on voit que c'est la porte ouverte à pouvoir organiser des stratégies différentes sur le plan touristique. Alors là, je n'y insiste pas. J'aborde le point suivant, qui est l'évolution récente. Alors, avant même d'être sinistré par le Covid, je fais référence à de nombreux articles qui étaient sortis dans la presse spécialisée. Ici, c'est l'exemple de Forbes,
à propos, en 2018, qui reprenait une information qui était publiée dans la Harvard Business Review, et je lis les conclusions. Les grands voyageurs sont presque 4 fois plus nombreux à développer une addiction au tabac que les travailleurs sédentaires, davantage frappés par l'obésité, par le manque d'exercice physique et les troubles du sommeil. Ils dépassent également les seuils cliniques en ce qui concerne l'alcoolisme et l'anxiété. Alors, voilà un constat qui est assez déprimant, mais ce qui est intéressant dans ce constat, c'est qu'on voit bien que déjà en 2018, le thème, enfin je vais presque dire l'idéal type du grand voyageur, en prenait un sacré coup. Il y avait là un début de déconstruction de ce mythe du grand voyageur, de celui qui s'affranchit du jet lag, d'ailleurs moyennant en général pas mal de médicaments ou de drogues, de celui qui, au bout d'une carrière professionnelle bien remplie, dispose, grâce à l'accumulation des miles, de la possibilité de faire 28 fois gratuitement le tour de la Terre, etc. C'est tout ce personnage-là qui commençait déjà à être déconstruit par ce type d'informations. Alors, sur le rôle du Covid, je ne vais pas insister parce que s'il y a bien eu un secteur qui a été sinistré, c'était bien celui-là. Alors, en particulier, ces activités des salons, évidemment, le graphique se passe de commentaires. Mais c'est l'ensemble du secteur qui a été extrêmement touché, avec, on le voit sur ces statistiques mondiales, entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a été divisé par plus de 2. Et ce qui était prévu, puisque c'est un document de 2022, ce qui était prévu, c'est qu'on ne retrouverait le niveau d'avant Covid que seulement en 2025 ou davantage en 2026. C'était les prévisions de 2022. Or, ce qui s'est passé, c'est que là aussi, comme dans le tourisme à proprement parler ou le tourisme d'agrément, là aussi, le rebond a été plus rapide que pronostiqué. Puisqu'il apparaît que dès cette année, en fin d'année, on devrait avoir retrouvé le niveau de dépenses, le niveau d'activité de 2019. Ce qui montre aussi une très grande rapidité de rebond de ce tourisme d'affaires qui, comme lui, comme le tourisme aérien en particulier, comme le trafic aérien, a été pris de court. Les prévisions ne tablaient pas sur une reprise aussi forte et les représentants des avionneurs, des aéroports en particulier, n'avaient pas du tout prévu qu'il y aurait un redressement aussi rapide. Et ceci explique aussi les phénomènes d'embouteillage qui a eu lieu dans ce domaine-là, d'autant plus qu'une partie, entre-temps, pendant le Covid, une partie du personnel s'était évaporée, ce qui n'a pas aidé effectivement à reconstituer le chiffre global. Alors, ce rebond qui est en train de se produire, on le voit, se fait selon déjà des contenus différents. Je prendrai comme exemple la politique d'Air France, qui a décidé de supprimer ses lignes depuis Orly en direction de Nice et Marseille. Et c'est ainsi qu'Air France justifie cette suppression, sans mentionner d'ailleurs la concurrence des low cost, mais en disant le développement de la visioconférence, la réduction des déplacements professionnels sur le domestique, le report vers le train, sous l'effet conjugué des recommandations de sobriété et des politiques RSE des entreprises, conduit à une chute structurelle de la demande sur le réseau domestique, point à point d'Air France. Entre 2019 et 2023, le trafic sur les liaisons domestiques au départ d'Orly a baissé de 40% et même de 60% pour les allers-retours dans la journée. Et donc Air France ne conservera que les liaisons avec la Corse. Alors depuis, bon, les médias s'interrogent régulièrement, mais ça c'est pas nouveau, sur l'actualité et les possibilités d'évolution du voyage d'affaires. Ce qui me paraît en tout cas important, c'est qu'il n'est pas souhaitable que la reprise se poursuive comme si rien ne s'était passé et la possibilité, la nécessité plutôt de s'appuyer sur le choc qu'a représenté le Covid pour le secteur, de repenser le secteur, puisqu'on sait que les chocs de cette importance peuvent être effectivement très difficiles pour certaines entreprises, mais sont aussi la condition de se réinventer un avenir sous des conditions plus favorables. Donc il y a aussi là une opportunité dont je reparlerai dans quelques minutes. Alors deuxième point, deuxième constat qui me paraît important pour pouvoir penser l'avenir, c'est ce constat selon lequel des hybridations se font jour un peu partout aujourd'hui. Alors les hybridations, c'est d'ailleurs déjà dans nos vies, dans nos manières de concevoir le rapport au travail.
le rapport entre le loisir et le travail, en particulier lorsqu'on travaille dans le domaine des services, lorsqu'on travaille avec un ordinateur portable. Bon, on sait bien qu'on est sous le régime croissant de la confusion entre le temps de travail et le temps de loisir, et c'est quelque chose qui ne va pas disparaître rapidement, loin de là. Deuxième constat, là aussi c'est juste un rappel, évidemment je n'apprends rien à personne, ce long épisode de la pandémie et de ces confinements a substitué pendant les confinements le virtuel au présentiel dans beaucoup de métiers, et même si le présentiel est revenu en force, parce on sait que beaucoup d'entreprises ont horreur que leurs salariés travaillent sans un contrôle plus serré, disons, de ce qu'ils font, eh bien, il y a quand même une habitude qui s'est prise de pouvoir utiliser plus souvent qu'avant la visioconférence, dès qu'on peut faire l'économie de la présence physique et du déplacement qui est coûteux. Et s'y ajoute, dans le domaine qui nous intéresse directement du tourisme d'affaires, la question de l'hybridation précisément et des débordements, des confusions entre le temps de travail et le temps personnel du loisir, d'autant plus qu'une bonne partie de ce qu'on appelle le tourisme d'affaires se déroule dans des lieux touristiques. Alors, pour qualifier ces évolutions de société et ces évolutions des métiers, le vocabulaire est assez prolixe. Il y a des mots qui sont apparus, qui sont presque tous des mots anglais. Alors, le mot bleisure, qui est l'alliance du business et du leisure, bon, c'est quand on prolonge un séjour professionnel par un séjour touristique. Il y a aussi Beachcation qui est moins employé, mais c'est la même chose. Il y a le mot workation, c'est-à-dire work plus vacation. C'est quand on travaille dans un lieu touristique plutôt que chez soi ou dans un bureau. Les Québécois parlent de traquance. Vous savez qu'ils n'aiment pas l'anglais. Mais je dois dire que, bon, ça c'est purement subjectif comme jugement, mais je trouve que tous ces mots sont aussi moches les uns que les autres, que ce soit en français ou en anglais. Et je regrette que ces mots qui ne sont pas beaux et qui ne sont pas signifiants, qu'on ne leur substitue pas une expression qui me paraît, là, à ce moment-là, dès qu'on parle d'hybridation, fort bienvenue, qui est le tourisme d'affaires. Parce que du coup, la critique que je faisais au tourisme d'affaires de n'être pas tout à fait toujours du vrai tourisme, lorsqu'on est dans l'hybridation, on a à la fois les affaires et le tourisme, et là on a une expression qui est toute trouvée et qui me paraît beaucoup plus adaptée, beaucoup plus facile à employer que le mot traquance. Alors à partir de là, quelques mots sur les pratiques et événements hybrides. Alors je cite là les propos du fondateur et directeur général de l'IWG. L'IWG, c'est la principale plateforme de travail flexible dans le monde. Et donc, Mark Dixon affirme que pour un nombre croissant de travailleurs, le travailleur hybride offre la possibilité de travailler là où on est le plus productif. Et grâce au cloud, cela peut être n'importe où dans le monde. Alors, bon, c'est dans l'ordre des choses que quelqu'un qui commercialise ce qu'il commercialise dise ça. Personnellement, je ne suis pas complètement convaincu que ce soit nécessairement le lieu où on est le plus productif. Je pense que ça reste à démontrer. Mais en même temps, ça fait partie de l'air du temps. C'est dans le discours qu'on nous assène, disons. Alors, l'idée de devenir nomade pour pouvoir travailler à distance est quelque chose qui se répand de plus en plus. Je parle de l'idée plus que de la pratique, d'ailleurs. Et à propos de workation, là, je n'ai pas résisté à l'idée de prendre cette image avec sa légende liée, parce que le géographe que je suis est un peu désarçonné par cette image de vasque halle, je dois dire. Ça renouvelle l'image du lieu que je m'en faisais, mais c'est pour dire à quel point on essaye de promouvoir un autre type de rapport au travail. Ça fait partie des incitations qui pèsent sur nous et sur les entreprises, sur les travailleurs. Et à partir de là, on sait qu'on aime faire des classements, des palmarès, et il y a maintenant de nombreux palmarès pour savoir quels sont les lieux de traquance les plus adaptés. Bon, je passe aussi là-dessus, mais pour montrer à quel point il y a diffusion d'informations sur ce domaine-là. Alors, une destination qui a particulièrement travaillé sur cette question, ce sont les Canaries. Là, c'est le site des Canaries qui communique, vous le voyez aussi en français, parce que les Français sont une des cibles des Canaries pour ce type de proposition. Travailler dans le meilleur climat du monde sans quitter l'Europe. Alors, j'explique pourquoi les Canaries ont mis l'accent sur ce produit. Les Canaries ont été particulièrement éprouvées par les confinements. Les Canaries se sont retrouvées avec des dizaines de milliers de lits touristiques complètement vides.
C'est là le prix à payer pour une destination qui certes est espagnole, mais qui est à distance de l'Europe, même si elle se présente comme destination européenne. Et pendant les confinements, tous ces lits étaient désespérément vides. Et entre deux confinements, les Canaries se sont dit qu'il était possible de proposer à des tarifs d'ailleurs extrêmement compétitifs la possibilité pour ceux qui allaient repartir vers un autre confinement de se confiner aux Canaries et de pouvoir ainsi continuer à travailler. Alors voilà, c'est un créneau de plus qui a été utilisé. Les Canaries n'étant pas dans la situation des Baléares, où une bonne partie des résidents secondaires des Baléares, en particulier les Allemands, puisque vous savez qu'on présente souvent Majorque comme le 17e land allemand, d'avoir choisi les Baléares et de partir très rapidement vers leur résidence secondaire d'Allemagne ou de Royaume-Uni, voire de France, juste au début des confinements, pour aller se confiner à Majorque plutôt que dans leur métropole d'origine. Alors, les Canaries nous présentent l'expérience de télétravailler depuis un hôtel. C'est toujours la communication officielle des îles Canaries. Bon, dans un environnement confortable et tranquille, etc. Bon, alors, on voit une photo qui paraît tout à fait tentante, mais quand on y regarde de plus près, travailler dans les conditions où travaille cette dame ne me paraît pas forcément ni souhaitable, ni très productif. D'abord que si elle travaille si longtemps, elle va finir avec une insolation et à l'hôpital. Et ensuite, travailler en plein soleil avec un ordinateur portable, en général, ça ne marche pas longtemps. On n'y voit rien. Donc, on voit là qu'on est dans le domaine de la communication et pas de la faisabilité. Mais en même temps, c'était l'occasion pour les hôtels des Canaries de trouver une clientèle qu'ils avaient perdue. Ça a quand même amené quelques milliers de personnes. Le guide du routard nous présente les Canaries comme destination privilégiée des télétravailleurs. Je crois qu'il y a un peu d'anticipation dans les statistiques du routard. Finalement, dans les faits, il n'y a pas eu autant de monde que prévu. Et d'autant plus que les vrais touristes sont revenus occuper assez rapidement les lits que l'on assignés aux télétravailleurs. Alors, ce dans quoi nous sommes aussi maintenant, c'est dans l'organisation d'événements hybrides, c'est-à-dire qui combinent la présence et puis la visio pour ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui sont trop loin. Là, on est dans des logiques qui sont de plus en plus exploitées à l'évidence. Dernier élément de ma présentation, là aussi rapidement, c'est une triple opportunité pour les entreprises, pour l'environnement et pour les territoires. Alors, le contexte, bon, je ne vais pas le rappeler, je l'ai déjà évoqué. Pour les entreprises, bon, c'est une source d'économie, d'efficacité. Et on sait que le coût des voyages, en particulier aériens, est maintenant acté. En même temps, on sait que les entreprises, pendant le confinement, ont très rapidement fait leur compte et elles ont vu à quel point le fait que une partie des salariés qui devaient bouger ne bougent plus était une source d'économie importante. Pour une entreprise comme Amazon, en 2022, ça a été $1 milliard d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Donc elles ont compris qu'il y avait là une source d'économie. Elles ont compris aussi qu'il y avait aussi une source de renouvellement de leur image, d'une image respectable. C'était un message envoyé au marché. Adopter une démarche RSE dans le tourisme permet de se forger une identité de marque qui se distingue des autres, à la condition que tout le monde ne fasse pas la même chose, évidemment. Et bon, donc la RSE fait partie maintenant des moyens de communiquer aussi à destination du public et de ses clients. Alors, les grands groupes ont très bien compris aussi qu'il y avait là un créneau à occuper, et en particulier Accor, grâce en particulier à Brune Poirson, qui était secrétaire d'État à l'écologie dans le gouvernement Philippe et qui ensuite est devenue directrice du développement durable de l'ensemble du groupe, qui a une parole relativement libre, vu son niveau de responsabilité aujourd'hui dans le groupe, et qui, dès les débuts de la crise, a multiplié les paroles assez fortes sur les nécessités de se réorienter, et en particulier sur le rôle citoyen des entreprises. Et ce qu'elle dit dans la situation que je reprends me paraît à entendre. Nous sommes sur un volcan social dans un monde imprévisible. Si une entreprise souhaite continuer à travailler dans les meilleures conditions, elle doit pouvoir participer au progrès social, car ce ne peut être seulement du ressort des politiques. Alors, pour l'environnement, là, je ne fais que rappeler des choses bien connues. Toutes les destinations doivent se soucier de leur empreinte carbone, c'est-à-dire de la manière dont les visiteurs, les touristes, les voyageurs d'affaires viennent à elles. Et donc, c'est se préoccuper
à la fois de la distance et de la manière dont les gens arrivent, le mode de transport. Et je rappellerai au passage qu'en France, selon l'ADEME, le poste voyage dans les émissions de gaz à effet de serre, ça représente 11% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour les territoires, puisque c'est un des enjeux importants, se soucier de son empreinte carbone revient donc à privilégier la proximité. L'enquête de 2019 que j'ai présentée tout à l'heure rappelait que 60% des participants résidaient dans la région, qu'il y a là donc une réelle chance pour les territoires de proximité, pour les acteurs du tourisme, d'opérer un meilleur remplissage à l'année, mais à la condition de pouvoir proposer une offre qui soit de qualité, adaptée et, si possible, personnalisée. Mais si on rappelle aussi l'importance des flux étrangers dans les retombées, il y a là un avantage objectif évident pour les régions frontalières. Alors, il se trouve que depuis l'après-pandémie, plusieurs régions s'intéressent au tourisme d'affaires, à la manière d'en tirer davantage parti. Et la région Bretagne, à travers son Conseil économique, social et environnement régional, le Césaire de Bretagne, s'est emparé de la question et j'y étais sensibilisé parce que je fais partie de ceux qui ont été auditionnés et qui ont suivi l'élaboration de ce rapport sur le tourisme d'affaires en Bretagne. Et ce que pointait la région Bretagne, c'était que le tourisme d'affaires constituait pour eux un angle mort dans la politique touristique régionale. Et ils se demandaient s'il était pertinent d'en faire un objet particulier de politique publique. Et le rapport en question, qui a été diffusé en avril 2023, est tout à fait intéressant pour montrer comment la politique touristique régionale s'en est emparée et en fait maintenant l'un de ses objectifs, à conjuguer d'ailleurs avec les objectifs à proprement parler touristiques. Alors je dis un mot aussi des labels. Alors, il y a des certifications, on en parlera probablement tout à l'heure. Il y a des labels. J'ai pris le label Destination innovante durable parce que c'est un label qui a été créé par France Congrès, qui est un label qui me paraît intéressant avec ses 8 enjeux. Alors, ils me paraissent tous aussi intéressants les uns que les autres. C'est plus difficile de les mettre en œuvre. Par exemple, quand je lis dans l'enjeu numéro 7, impliquer les touristes, les professionnels, les organisateurs d'événements dans la dynamique durable, ça me paraît très bien, mais je ne sais pas ce que ça veut dire impliquer les touristes, par exemple. Ça me paraît très nécessaire de les impliquer, mais ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Alors, j'ai aussi parlé de ce label parce qu'il se trouve que la métropole qui nous accueille a obtenu ce label, mais ça n'est pas la seule. Nancy l'a obtenu aussi et bien d'autres. Donc, on voit comment ces labels sont des aiguillons à faire mieux et à se positionner sur ce marché-là. En conclusion, je voudrais dire que le développement des pratiques plus hybrides, plus décarbonées, plus inclusives, crée les conditions d'un avenir du tourisme désormais mieux nommé, puisque si on l'appelle tourisme d'affaires, je trouve que les choses devraient aller mieux de ce côté-là, et que ce faisant, cette réinvention nécessaire du tourisme d'affaires la rapproche du tourisme d'agrément à la faveur de cette hybridation, ce qui pourrait permettre l'affinement d'une stratégie touristique régionale, ce que faisait remarquer la région Bretagne, par exemple. Ça n'est pas la seule à faire ce constat, c'est-à-dire qu'il y a des convergences à exploiter qui ne sont... J'ai regardé un certain nombre de plans stratégiques régionaux en France, ces convergences ne sont pas systématiquement exploitées à l'heure actuelle. Donc le contexte dans lequel nous sommes, c'est que cela pourrait être favorisé par la construction d'un imaginaire affranchi de l'imaginaire dominant aujourd'hui, qui est l'imaginaire du tourisme international, qui se trouve être un imaginaire assez pauvre finalement, et qui en plus ne correspond pas du tout à la réalité des pratiques des Français, puisque la plupart des Français prennent leurs vacances à l'intérieur des frontières de la France. Donc c'est un imaginaire qui est à renouveler, et on sait que c'est un des leviers extrêmement puissants dès qu'on parle à l'avenir du tourisme. Le contexte sociétal qui se renouvelle, on voit une plus grande résistance aux diktats de ce qu'on pourrait appeler la pensée dominante. On voit un besoin de reconnexion qui est pointé partout, à la famille, aux proches, à la nature. On voit aussi l'émergence générationnelle d'un nouveau rapport au monde, qui est de plus en plus contradictoire, puisque c'est un monde, en plus, où les incertitudes géopolitiques vont peser de plus en plus, d'un poids, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et ça sera le dernier point de ma conclusion.
Il se trouve que j'ai eu l'occasion, en fin 2021, de commencer à réfléchir à la demande de l'Obs à la question du tourisme en 2049. Alors 2049, je crois que c'était simplement parce qu'ils ne voulaient pas reprendre 2050, parce que j'aurais posé la question, ils n'ont pas su répondre. Et moi, j'avais trouvé une réponse à 2049 qui va expliquer ce que je vais dire ensuite. C'était que 2049, c'était le premier centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et que, ayant entendu le discours du président chinois quelques semaines avant, qui indiquait que 2049 serait la date limite du retour à la Chine de Taïwan, j'en avais déduit que nous allions entrer dans un contexte géopolitique troublé et que ça ferait partie des incertitudes qui peseraient longuement sur l'avenir du tourisme. Et c'était seulement quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vous remercie.